Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Si on parlait sport, le talk qui est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département. Vous connaissez le programme, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels. 4 chroniqueurs sont en plateau aujourd'hui, ils sont surmotivés pour cette émission, ils sont prêts à en découdre. Présentation en musique. Notre premier chroniqueur est un cycliste et plus précisément un pistard. C'est une légende de cette émission, tout d'abord avec son palmarès champion d'Europe Masters tout de même. Et c'est coup de gueule, Yann Ducharrier est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Mickaël. Vous allez bien Yann? Très bien. Alors vous avez un petit peu perdu de vue dans cette émission? Oui, les obligations professionnelles depuis quelques mois qu'on ne peut pas toujours se libérer malheureusement pour venir sur le plateau. En tout cas, vous nous avez manqué et vous avez manqué aux téléspectateurs. On passe de l'autre côté à musique. C'est un petit nouveau dans cette émission. Il est cavalier international de niveau 2 étoiles. Il est le gérant des écuries du Château de Plaisir. Il a pratiqué le sabre, le tennis, la voile et la boxe anglaise également. Raoul Cotré-Dautré est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Mickaël, Raoul. bonsoir à tous. Bonsoir. C'est vrai que c'est une toute première pour moi. Et, Vous n'êtes pas trop stressé? Non, écoutez, je vais essayer de gérer ça au mieux. Et je suis ravi d'être sur ce plateau parmi vous. Méfiez-vous Diane, hein, c'est un redoutable chroniqueur. Oui, j'ai remarqué. J'ai préparé mes armes. On repasse à droite, musique. Il a participé aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004 en tant que tennisman. Vous l'aurez compris, il pourrait me mettre un 6-0, 6-0 au tennis vu mon niveau. Il nous vient tout droit de Montigny-Bretonneux. Régis Sarel est avec nous. Bonsoir Miguel. Bonsoir Régis. Ouais, tout va Vous bien. êtes en forme Je depuis suis en la forme, dernière c'est fois, bon. la dernière émission? Ça s'est bien passé. C'était donc, votre première la dernière C'était fois. ma première, donc c'est ma deuxième maintenant. Vous êtes rodé? Je suis rodé maintenant. Parfait. On termine notre tour de table par un rugbyman musique. Il a une aura présidentielle. Il nous vient du rugby club de Versailles, l'un des plus gros clubs des Yvelines. Il n'hésite pas à aller au conflit pour remporter les duels. Bonjour Olivier Neuref. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. C'est ma deuxième émission. Je suis le remplaçant en général. Je suis le remplaçant de quelqu'un de nouveau. La dernière fois, c'était Guillaume, mon fils, mais aujourd'hui, je suis ravi d'être là. Voilà. J'espère que, en tout cas, vous avez révisé vos fiches pour cette émission. J'espère. Vous avez bien préparé. J'espère. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'équitation. Les médailles olympiques peuvent-elles booster le nombre d'adhérents? Nous parlons également des championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui seront organisés à Saint-Quentin-en-Yvelines du 19 au 23 octobre. Mais tout de suite, coup de projecteur sur l'équipe de baseball des Cougars de Montigny-Bretonneux. On commence donc par du baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux se rapprochent de la montée en première division. Les Inimontins devront s'imposer en finale des playoffs contre Saint-Just-Saint-Rambert pour accéder à la division supérieure. Les 2 premiers matchs de la série se disputeront ce samedi 24 et dimanche 25 septembre à Saint-Just. On écoute l'un des joueurs de l'équipe des Cougars, Alexandre Couton. On a gagné contre eux pendant la saison régulière, on a fini devant eux au classement. Mais après, pendant les phases finales, on ne sait jamais. Pas trop confiant, effectivement, ça peut être le risque, mais non, on n'est pas confiant parce qu'on a vu que justement Saint-Just avait fait des bonnes phases finales et que finalement les résultats en saison régulière, ça ne veut peut-être rien dire sur une série de 5 matchs. Il va falloir être sérieux, appliqué, jouer dur et rien lâcher. Alors j'ai pu rencontrer les joueurs de Montigny-Bretonneux avant la rencontre. Ils ont gagné 4 matchs sur 4 contre Saint-Just. Ils sont donc ultra favoris sur cette rencontre. Ils sont quasiment sûrs de remporter cette victoire. Peut-on être sûr de remporter une finale? Vous votez, oui ou non? Ah, un petit duel pour Raoul. On fait un petit duel à Raoul. Yann, c'est parti. Raoul, vous commencez. Alors moi j'ai mis vert pour ne pas mettre rouge, dans le sens où effectivement dans un langage sportif, on ne peut jamais être sûr de remporter une finale. Après, c'était pour soulever le fait qu'ils avaient énormément de facteurs en leur faveur. 4 victoires en 4 matchs. En saison régulière. En saison régulière. C'est le plus grand club de France 2015. Ils ont été les premiers à envoyer une fille, Mélissa Meilleux, aux États-Unis sur la Major Baseball League. Donc beaucoup d'éléments en leur faveur. Ils vont aussi effectivement bénéficier de Ryan Juarez. Seul petit bémol effectivement qui va à leur Ryan rencontre. Juarez qui est voilà. leur meilleur joueur, on peut le dire, un Américain qui vient tout droit d'Australie. Mais qui est là que pour 6 mois. Donc ça serait quand même dans leur désintérêt de se reposer que sur eux s'il y a une éventuelle montée en première division. Parce qu'apparemment en plus il a un poste vraiment décisif. Je ne suis pas un expert en baseball, mais il est dans un poste assez décisif dans une partie. Il fait remporter les matchs. Voilà. Il remporte des matchs à lui tout seul, on peut Ils dire. aient dans leur réservoir quelqu'un de
qui Pour le pèse remplacer. qui pourrait le remplacer pour une première division. Donc, c'était un vert pour pas mettre un rouge parce qu'on n'est jamais sûr de remporter une finale évidemment. Et surtout, on est dans un débat. À vous, Yann. Voilà, bon, comme dit, voilà, on n'est jamais sûr de gagner, que ce soit une finale de baseball ou un match de foot ou quoi que ce soit. Même si on est ultra favori, eh ben, tant que le coup de sifflet ou tant que la ligne n'est pas passée, on ne peut pas se dire que tout est gagné. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'ils partent quand même avec un bon bagage et une bonne confiance en eux. Apparemment, vu le discours du joueur que vous avez interviewé, voilà, il reste méfiant. Ils vont aborder ce match avec la concentration et nécessaire pour pouvoir le remporter. C'est vrai qu'il va falloir. Alors l'avantage qu'il y a, donc maintenant ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 5 matchs, c'est au meilleur des 5 matchs. C'est ça, au meilleur des 5 matchs. Donc même s'il sera 2 matchs à l'extérieur et 3 matchs à domicile la semaine d'après. Voilà, donc ça veut dire que même s'ils se ratent sur un des premiers matchs, ils auront quand même moyen de se rattraper sur la suite. Globalement, ils ont quand même un ballottage qui leur est très favorable, mais voilà, il va falloir être sérieux, comme je disais au début de mon intervention. Régis, qui a raison? Qui a raison Qui a tort? Moi, je sais qu'il ne faut jamais avoir un excès de confiance. Donc, c'est vrai qu'Alexandre Coton a l'air de dire qu'il justement il se méfie. Donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'ils se méfient, mais ils sont quand même assez confiants. Oui, ils sont assez confiants, mais justement, des fois, quand on est trop confiant, qu'on a trop, c'est là que Se fait avoir par la surprise. Voilà, par la surprise, voilà. Donc, restez concentrés. Voilà. Olivier Nerneuf, facteur également à prendre en compte, ils n'ont pas joué depuis 3 mois. Ils n'ont pas joué depuis juillet. Je dirais, quand favoris, bien sûr, sont favoris, mais en plus, si c'est au meilleur des 5 matchs, si dans la poule régulière, ils ont été gagnés 4 fois, je ne pense pas qu'ils 4 fois sur 4. Ils peuvent pas être battus. Ça serait une finale un jour J avec une préparation donnée sur un match. Bien sûr, tout est jouable parce que finalement, l'excès de confiance, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut que mentalement, l'excès de confiance, on ne l'ait pas. Donc moi, je pense que même... Alors le seul bémol, c'est sûr qu'il s'est passé 3 mois, il y a eu l'été. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la préparation? Mais je pense que quand même, 4 fois en saison... Il y a des entraînements, mais pas de match. Bon, officiel. 4 fois en saison régulière et sur 5 matchs, je ne pense pas qu'ils puissent perdre. Moi, sur ce point-là, là, sur les 3 mois, ils le savaient à la fin de la saison régulière qu'ils auraient ces 3 mois de coupure. Alors, petite précision, ils n'ont pas joué de demi-finale. C'est pas grave. De je veux dire, baseball, alors que Saint-Just a joué sa demi-finale. Oui, d'accord. Mais ça, je l'avais bien compris. Maintenant, voilà, ils le savaient qu'il y avait ce trou de 3 mois. J'espère qu'ils ont su mobiliser tout le monde pour pouvoir reprendre l'entraînement suffisamment tôt, que tout le monde a été assidu à l'entraînement. Et à partir de là, on arrive justement à être, ce que je vous expliquais juste avant qu'on prenne l'antenne, sur 3 mois, on a moyen de faire des très très bonnes préparations et justement d'avoir un physique suffisant pour, et supérieur à ce qu'on pourrait avoir sur une saison régulière. Donc là, moi, je pense même qu'en tant qu'athlète qui prépare des échéances, d'avoir comme ça sur 2 week-ends un pic de forme à avoir, c'est très très facile à programmer. Saint-Just, Raoul a également peut-être progressé aussi pendant l'intersaison. Moi, je suis du même. On ne les voyait pas battre La Rochelle, ils ont finalement battu 3-0 avec des scores 15-7, 23-14 et 18-8. Ce ne sont pas des petits scores, ils ont largement battu La Rochelle, qui était 3e pourtant. Je pense qu'il y a une possibilité qu'ils étaient par rapport aux Cougars un poil asphyxiés par les matchs et qu'effectivement une pause estivale à ce niveau-là, ça peut que être bénéfique parce que d'abord il y a un entretien et un ménagement du physique et surtout une possibilité de se recentrer sur la technique à mettre en place pour battre l'adversaire. Alors que quand on est contraint d'avoir des matchs contre d'autres adversaires, on ne peut pas se permettre de cibler l'entraînement, alors que là il a été ciblé sur Saint-Just. Je pense que ça fait quand même... je pense qu'à ce niveau-là, la pause estivale, elle est que bonne et qu'ils n'iraient pas se risquer à se refroidir. On peut se poser des questions quand même sur la formule du championnat, quand même. Si entre la demi-finale et la finale, il se passe 3 mois, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la saison régulière, avec la dynamique qui est enclenchée, elle est tout d'un coup complètement stoppée. Il faut retour démarrer. Donc ça, c'est quand même aussi un facteur à prendre en compte. Mais je ne comprends pas du tout cette formule de championnat. Le match retour qui se joue à domicile, est-ce que ça a son importance, Régis Harel? Je pense que quand on est chez soi, c'est toujours mieux. Donc je pense qu'ils ont toutes les chances de gagner, oui.
Vous vous souvenez ce que j'avais fait comme petite recherche sur la Ligue des Champions après les huitièmes de finale, sur les 8 huitièmes qui étaient joués, tous ceux qui recevaient sur le deuxième match, enfin voilà, il y avait Désolé de ne énormément. pas avoir noté tous vos Vous vous résultats. souvenez pas, mais non, mais Yann, il y tous vos avait pronostics. énormément de clubs qui recevaient sur le match retour, qui passaient au tour suivant, et c'est là on parlait de football à ce moment-là, mais voilà, il y a un fort avantage à recevoir sur le match retour, bien sûr. Il ne peut pas y avoir également une peur, peut-être, Régis Harel, de gagner, justement, la peur de gagner. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Ben, ça peut arriver aussi, mais je pense qu'ils sont En suffisamment... sachant qu'ils sont ultra favoris, ils ont connu la première division également, qu'ils ont quitté Oui. en 2012. Oui. Mais je pense qu'ils ne vont pas refaire les mêmes erreurs. Vous voyez, le joueur le disait bien, ils font attention à ce qu'ils disent. Ils ne sont pas hyper enthousiastes, on va gagner. Non, mais ils vont gagner. C'est pas plus compliqué. Ouais. Attention à la première Raoul. division. C'est Voilà. ce que je pense. Attention à la première division. Là, c'est Il y a un départ prochain du joueur américain. Donc voilà, Il partira quoi qu'il arrive à la fin de c'est ce la qui est finale. prévu. Ouais. C'est ce que j'ai vu en tous les cas quand je me suis renseigné. Il est en fin de contrat. Donc ils sont déjà chanceux, je crois, d'en bénéficier pour cette finale. Donc attention au niveau supérieur. À Montigny, Régis Harel, est-ce qu'il peut y avoir une effervescence autour de ce match, ou est-ce que vous pensez que le baseball est encore un petit peu en deçà du football, du rugby par exemple? Non, Vous ne les voyez pas défiler à Avenue du Centre après leur victoire? Ah non, peut-être pas jusque-là quand même. Non, mais c'est vrai qu'ils Ils sont pourtant en D1. Ils sont pourtant D1, ils sont soutenus par la municipalité, ils sont soutenus par, je pense, tous les spectateurs. Donc après, est-ce que ça peut amener une effervescence comme ça? J'en sais rien, mais quelque part, ils sont soutenus, c'est sûr. Ils vont être accompagnés. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'en plus ce stade de baseball, on le voit quand on est sur Montigny, puisqu'il est au niveau d'un des carrefours qui est très souvent embouteillé, et donc on le voit, on passe souvent à côté, à droite là, donc on l'a sur la droite. Donc je trouve que c'est dommage justement qu'il n'y ait pas peut-être plus de communication sur le moment où les matchs se disputent, pour que les gens puissent venir. Moi, parce qu'en plus, je pense que le baseball est un sport très sympa à regarder. Donc vous allez les encourager sur le match retour? Match retour, je sais pas. Est-ce que je sais pas, j'ai pas les dates. Est-ce que je serai revenu, est-ce que je serai dispo? C'est pas gagné. On verra ça. On continue par du rugby avec le championnat de Fédéral 3 qui a repris le dimanche 18 septembre. Pour cette première journée, plaisir se déplacer sur le terrain de Viry-Châtillon. Les Yvelinois sont partis avec une victoire dans leur valise. Ils ont dominé leurs adversaires 35-23 après une entame de match catastrophique. On écoute l'entraîneur de plaisir, Jean Miss. On fait l'entame la pire qui puisse exister. Ça c'est sûr, en 2 minutes 30, on prend un essai transformé et une pénalité, donc 10-0. Et en plus on prend un essai à 40 secondes en deuxième mi-temps, donc les deux entames de mi-temps ont été catastrophiques. Mais après, bon, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu remis notre jeu en place, notamment devant où on a été très pragmatique, avec le peu d'occasions qu'on a eu sur des lancements de jeu en touche notamment. On a été à dame quasiment, je ne dis pas à chaque fois, mais presque. Une victoire compliquée face à un adversaire largement à leur portée. Plaisir, qui a connu seulement 2 défaites la saison dernière en phase régulière, semble avoir une poule plus compliquée cette année. Selon le coach Jean Miss, Viry-Châtillon était un bon adversaire avec des joueurs venus de Chevreuse. Il y a toujours Rissorangis qui sera l'un des favoris. Meaux qui a fait un gros recrutement avec le club yvelinois de Houille. Jean Miss se méfie également d'Évreux et de Caen. Bref, la qualification en play-off s'annonce compliquée. Vaut-il mieux être dans une poule forte ou une poule faible pour le championnat de saison régulière? Vous votez, oui ou non? Poule forte, rouge. Poule faible, vert. On fait un petit duel entre vous, Olivier Néreneuf et... Bon, Yann encore, allez, c'est encore à vous. C'est votre tour, hein, il faut bien le fêter. Okay. Allez-y, Yann. On l'a vu la fin de l'année dernière. Plaisir était dans une poule où ils se sont baladés toute la saison, et quand ils sont arrivés en phase finale où ils ont rencontré des adversaires qui étaient mieux préparés, ils ont chuté, et ils ont chuté tout de suite. Et je me souviens que, parce que le monsieur dont on... Anthony contre Anthony. Non, Jean Miss, là j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce monsieur. Oui, je me régulièrement sur le plateau. Ah, c'est pour ça. Donc oui, je me souviens que il avait vraiment bien mis ça en avant, que c'est vrai que les matchs trop faciles pendant toute l'année,
ça n'aide pas à pouvoir aborder les phases finales sereinement. Donc, bon, cette année, apparemment, on a 2 discours différents. Celui de Versailles qui dit que Plaisir aurait plutôt une poule accessible, alors que Plaisir se défend en disant que certains adversaires vont être difficiles. Maintenant, moi, je pense que ça va se faire sur les victoires à l'extérieur. Ils commencent bien. Premier match, première victoire à l'extérieur contre un. Difficile, une victoire difficile. On s'en fout, ce qui compte c'est la victoire. Hein. Ce qui compte c'est les 3 points. Et en plus ils en ont pris 4. 4 donc voilà, c'est parfait. Peu importe le résultat, seule la manière. Non, peu importe la manière, seul le résultat compte. Ça c'est ma devise. Olivier. Faire parler le président de Versailles sur le club de Plaisir, c'est prendre un grand risque. Prenez-le ce risque. Sachant qu'il y a une rivalité sportive qui a existé depuis le siècle précédent. Je peux même dire que je me suis fait exploser le nez dans un match en jouant à l'arrière à Plaisir devant la tribune et sous les hurrahs de la foule. Mais bon, je dirais que les histoires de Plaisir et de Versailles sont quand même pas entrecroisées, elles sont parallèles parce que la culture est différente d'un club à l'autre. Hein. Donc, finalement, moi je pense que le résultat important dimanche, c'est que Jean-Miss l'a bien dit, ils ont été pragmatiques sur le moment où ils ont été menés, au moment où ils ont eu quelques ballons. C'est là ils ont montré l'expérience qu'ils avaient. Donc ça veut dire qu'ils vont être capables, à mon avis, sur cette saison, de pouvoir se retrouver en tête de la poule. Alors évidemment, ils ont des adversaires plus compliqués, puisque bon, Ris-Orangis, à mon avis, est globalement au même niveau que l'année dernière. Maintenant, Ris-Orangis qui les avait battus 2 fois en 2 confrontations l'année dernière. Voilà. Après Meaux et Viry-Châtillon, ils ont disposé de moyens financiers qui sont arrivés de façon certainement par des gens qui ont de l'argent. Donc finalement, ils ont changé, un peu transformé leurs équipes, et ces équipes-là vont être un peu à regarder de très près. Après ça, aller à Houille, c'est jamais facile, parce que Houille, c'est une équipe très accrocheuse. Et Caen aussi, aller gagner à Caen, ou à Évreux, quand on vous fait jouer sur le terrain boueux, pas sur le stade officiel, là ça devient compliqué, il faut vraiment être supérieur. Donc je pense que de toute façon, c'est tout bénéfice pour l'équipe de Plaisir. Vous êtes en train de nous dire que tous les matchs sont compliqués? Après, il y a quelques adversaires que je n'ai pas nommés, ça sera plus facile. Mais bon, globalement, je pense que c'est quand même bien mieux pour la confiance, et simplement d'être obligé de faire l'effort tous les dimanches. Raoul, qui a raison, qui a tort? Moi, je pense qu'effectivement, une poule assez relevée dès le début, ça permet de se mettre à niveau et de s'échauffer. Ça reste un sport de contact, donc je pense qu'on a besoin de contact pour rentrer vraiment dans le match. Après, je marche un peu sur un terrain miné parce que si je dis des âneries, je vois que les avis divergent. Et moi, je partage en fait, il y a 10 mètres nous séparent entre le terrain de rugby et ma carrière. Donc si je me mets à dos toute l'équipe du rugby club de Plaisir, venir vous rendre voilà, je risque d'avoir quelques représailles, donc je vais rester assez... Voilà, je vais botter en touche sur ce sujet-là, même si j'aime beaucoup ce sport. Moi, je vais peut-être faire pareil parce qu'il y en a quand Est-ce même... qu'on ne perd pas en fraîcheur si on a une poule compliquée pendant toute la saison? On va perdre forcément en fraîcheur, mais... En sachant qu'une saison, c'est long. C'est long, mais c'est aussi... plus il y a de difficultés, plus on doit travailler pour pouvoir pallier à la difficulté. Donc après, je pense qu'il faut travailler, et puis c'est tout. Et puis il faut continuer, il faut bosser, et puis on montre. Et puis c'est comme ça qu'on monte les paliers. Hein, il n'y a pas de secret. Hein. S'ils abordent bien le début de saison comme ils viennent de le faire là, ils pourront peut-être même avoir des matchs un peu plus, avec moins d'enjeux en fin de saison régulière, et donc du coup pouvoir s'éviter de perdre de l'énergie. Tout à fait, faire de l'énergie et préparer au mieux les phases finales. Olivier Neref. Je ne savais pas que je venais à l'émission ce matin, mais j'ai rencontré Thierry Lamandé au comité des Yvelines, donc on a parlé gentiment du match de dimanche. Bon, il a dit que ça a été compliqué, mais après, à la fin du match, il disait simplement « Je regrette qu'on n'ait pas pris le bonus, parce qu'ils ont fait 4 essais à 2, il n'y a pas eu l'écart. » Donc il y avait une marge qui était suffisamment importante pour Plaisir. Et moi, je trouve ce qui était vraiment important, c'est que dans les moments où ils ont été très pragmatiques sur les ballons qu'ils ont eus et qui étaient éventuellement gagnables pour marquer des essais, ils l'ont fait. Donc là, c'est là l'expérience qu'elle a. C'était le manque d'adversité qui a manqué à Plaisir l'année dernière, selon vous? Moi, je ne peux pas conclure ça, mais je veux dire, à partir du moment où on arrive... Finalement, ils ont affronté Anthony, si je ne me trompe pas, qui vous avait affronté vous, en phase de poule, qui vous avait battu. Oui, bien sûr, mais je veux dire, dans notre poule, on avait 2 équipes. Finalement, Versailles était dans une poule compliquée l'année dernière. Oui, puisqu'on a le deuxième et le troisième qui sont montés en Fédéral 2, et le premier qui avait 10 points d'avance sur le deuxième. Et le troisième n'est pas monté, il a été battu par Anthony. Avant, Plaisir avait été battu par Anthony. Donc c'était une poule guerrière l'année dernière, mais je pense que c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de combats. Dans la poule de Plaisir, il y avait Plaisir et Ris-Orangis, point barre. Vous, Yann, vous préférez vous entraîner et vous affronter des personnes fortes, des cyclistes de haut niveau,
ou plutôt gagner une course facilement? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, non, gagner facilement, c'est jamais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, ça, je reste là-dessus. Maintenant, il faut les deux. Il faut pouvoir se confronter à du très haut niveau pour l'être lors des échéances que l'on peut se fixer. Et il faut aussi pouvoir emmagasiner un peu de confiance. J'en discutais avec la femme de Kevin Siro au mois de septembre. Star de l'équipe de France. Star d'équipe de France. Et justement, nous, là, on va au championnat du monde dans 15 jours. Et on a fait 0 compétition contre nos futurs adversaires. On ne sait pas sur qui on va tomber. On ne connaît pas leur niveau. Donc, ça va être la grande surprise dans 10 jours. Mais bon, on fait avec. Et par contre, voilà, je suis assez serein parce que les chronos aux entraînements sont bons. On vous suivra avec attention, en tout cas, Yann. Plaisir aura plus de mérite, peut-être, Raoul, à sortir d'une poule compliquée et de remporter le championnat, enfin, d'aller jusqu'en haut, d'aller jusqu'à la montée? Alors il y aura les playoffs après, où je pense que dans un tournoi comme celui-là, les joueurs se transcendent, donc le chemin sera long, mais effectivement, ils auront. Si la poule est compliquée, effectivement, les grosses échéances à surmonter derrière eux, mais comme le disait notre chroniqueur versaillais, c'est pas de tourpeau, donc voilà. Je pense qu'il y aura du mérite. Ça sera le mot de la fin. Après cette page résultat, coup de projecteur sur le cyclisme sur piste. Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste seront organisés au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines du 19 au 23 octobre. Ce sera la deuxième fois que la structure accueillera une compétition internationale de cyclisme après les championnats du monde 2015. On écoute le président de la Fédération française, David Lapartien. Il y a d'abord une logique d'accueillir de grands événements. On a la chance d'avoir un vélodrome exceptionnel. Quand on a vu l'élan qu'on a eu au championnat du monde, on a eu envie évidemment de continuer à avoir des grands événements. On avait cette opportunité puisque 2017 était déjà attribué à Berlin, 2018 à Glasgow et on a saisi l'opportunité. Fallait-il organiser les championnats d'Europe cette année? Vous votez, oui ou non? Oui, Olivier Nerenneuf. On fait un petit duel contre Régis Harel, qui connaît bien le dossier. C'est parti pour vous. Oh moi, je ne peux pas lutter, là, on n'est pas... Contre Régis Harel. Pardon. Yann tranchera après. Non, je pense que c'est toujours délicat de faire un championnat de très très haut niveau juste après une compétition comme les Jeux Olympiques. Alors bon, est-ce que l'engouement va être capable d'être présent? Est-ce que les gens vont se déplacer? Est-ce que les gens... Alors peut-être on va dire l'esprit de revanche, peut-être des pistards, l'orgueil va être capable... Ils n'ont réalisé qu'une seule médaille de bronze sur la compétition. Est-ce que l'orgueil va être capable de transcender pour que finalement ces pistards, l'équipe, puissent montrer que vraiment ce qui s'est passé au jeu, ce n'était pas vraiment ce qui aurait dû se passer? Maintenant, je pense quand même que c'est prendre un risque parce que peut-être, est-ce que les ténors seront là? Est-ce que les victoires seront vraiment des victoires valorisantes? Personnellement, je n'ai pas suivi le dossier, donc je pose simplement des points d'interrogation et donc après c'est aux pistards de parler. Régis Harel, c'est à vous. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait ce championnat d'Europe. Après, effectivement, et je pense qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil parce qu'avec les résultats de Rio, c'est un peu, ils s'attendaient quand même à beaucoup mieux. Donc maintenant, quand en général un sportif il a été piqué au vif, il réagit normalement. Donc, et puis ils ont tellement un bel écrin avec ce vélodrome que ça serait dommage de ne pas en profiter. Yann, vous étiez forcément favorable à l'organisation du championnat d'Europe. Pourquoi? Parce que ce vélodrome, comme je viens juste de le dire, c'est un superbe outil, que quand il y a 5000 personnes qui vivent derrière les cyclistes français, c'est énorme. Quand vous n'entendez pas le speaker parler dans le micro, parce que les gens crient derrière les athlètes, moi j'ai pris un pied énorme pendant les championnats du monde de l'année dernière, alors que j'étais juste spectateur, mais voilà, c'était vraiment énorme. Maintenant, moi, pourquoi je trouve que c'est bien de les organiser en France, désorganiser tout simplement, c'est que ça va être... David Lapartien disait qu'il y avait une date de libre, en fait, en quelque sorte. C'est bien, on l'a prise et tant mieux pour le vélodrome et tant mieux pour nous. Maintenant, moi, ce que j'espère sur ces championnats, c'est que la DTN va se mettre en place pour les prochaines échéances et donc faire rentrer nos petits jeunes. Normalement, j'ai entendu dire que la sélection se ferait sur les championnats de France qui vont avoir lieu le week-end prochain du 27 septembre au 2 octobre. Et donc, normalement, voilà, c'est là que la sélection se fait pour les championnats d'Europe qui auront lieu 15 jours après. Donc,
j'espère que c'est ce qui va véritablement se passer et qu'on pourra voir apparaître nos petits jeunes qui sont Sébastien Vigier et Melvin Landerneau, qui sont deux jeunes athlètes. Quentin Lafargue, il est plus jeune. Quentin Lafargue a 24 ans. Ah, mais Quentin, je pense que voilà, il est champion de France de vitesse depuis 2 ans. Il a qu'une envie, c'est de le rester. Je l'ai vu à l'entraînement cet été et voilà, donc ça fait partie de ses objectifs d'aller au championnat d'Europe, de participer au championnat d'Europe. Donc pour moi, Quentin sera qualifié. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aimerais, c'est voir justement ces petits jeunes qui ont 18 et 19 ans, qui commencent à marquer des points en Coupe du Monde. Sébastien Vigier a gagné une Coupe du Monde au Portugal au mois de juin, je crois. Donc, il faut laisser la place vraiment à cette nouvelle génération. Et bien sûr. François aura 35 ans. Avec les François Pervis, les Grégory Boger qui ont plus de 30 ans. Et voilà, François et Grégory Boger ont 35 ans sur la prochaine Olympiade. Voilà, pour moi, il n'y a que Mickaël qui a sa place. Mickaël Delmeda qui a sa place pour rester dans l'équipe de vitesse. Qui est un peu plus jeune, il a 29 ans, je crois. 28. Et en effet, c'est pour moi, voilà, il faut tourner la page, il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que François Pervis et Grégory Boger accompagnent justement ces jeunes athlètes pour acquérir l'expérience suffisante et acquérir le haut niveau. Il faut qu'on serve de ces deux athlètes qui nous ont libérés pendant des années. Raoul, il faut vraiment tourner la page de ces Jeux Olympiques et repartir sur une nouvelle dynamique avec des jeunes. Ah oui, ça, je pense que le renouveau, c'est toujours important dans le sport. Après, je reviens je rejoins Yann sur ce point-là. C'est une bonne chose que cet événement soit réorganisé. En plus, ils peuvent ils peuvent se reposer sur les acquis des championnats du monde et des actes manqués de cet événement-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 25 000 spectateurs. Là, on attend 28 nations, je crois que c'est ça, plus de 200 athlètes. Donc, le spectacle sera là. Voilà. Il manquera seulement les Néo-Zélandais, les Australiens, les Colombiens et les Américains après, également. Apparemment, les grands pistards viennent d'Europe. Ce qu'on espère, c'est que le sport puisse générer plus de sponsors, parce que si je me souviens, c'est 2/3 du budget a été financé par le pouvoir public, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui a encore du mal à trouver des sponsors, donc c'est ce qu'on leur souhaite pour continuer à organiser des événements de cette envergure. Olivier Neurneuf, est-ce que vous pensez qu'il y aura un niveau spectaculaire pendant ces championnats d'Europe, en sachant qu'il y a eu les championnats du monde en début d'année à Londres, il y a également les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez qu'il y aura du spectacle et que les têtes d'affiche ne seront pas trop fatiguées? De toute façon, le spectacle, il existe avec les pistards. Donc, mais je pense que... Vous êtes fait un ami pendant l'émission. Il y a toujours du spectacle. Maintenant, je pense que c'est vrai, peut-être une bonne idée de mettre en avant ces jeunes et de communiquer. Alors, c'est ferait communiquer à fond sur ce championnat du monde avec la relève qui vient derrière, accompagné par les autres. Mais c'est aussi mettre une pression tout de suite sur ces jeunes, parce que si on fait le championnat... Non. Donc, ils sont capables de le gérer, ils pratiquent, et puis ils ont déjà fait des championnats d'Europe, championnats du monde espoir, tout ça, voilà, il n'y a pas de problème, ils demandent que ça. Hein. Moi je les côtoie, ils demandent que ça à pouvoir aller... Il faut absolument qu'il y ait une communication forte qui soit faite sur le... C'est la relève qui démarre, et c'est la relève qui prend le pouvoir et pour faire venir les gens. Et on efface des tablettes Grégory Boger et Non, François on ne Pervis. les efface pas. Ils doivent accompagner le mouvement, ils doivent être là justement pour montrer avec toute la bonhomie et la sympathie qui sont derrière et qui passent. Le flambeau se passe. Comme ça s'est fait quand Florian Rousseau est parti. Ouais. Florian Rousseau et ils les ont accompagnés. Grégory était déjà en équipe de France à ce moment-là, et c'est lui qui a transmis le flambeau. Et il faut que ça se fasse de la même manière. Il y a un passage de témoin. Il y a un passage de témoin, tout à fait. Moi, je voulais juste un petit mot pour tous les Saint-Quentinois. Il reste des places. Je me suis renseigné aujourd'hui. Faut un peu se précipiter pour Donc en le avoir Vélodrome pour le sera plein, selon vous? Mais j'espère que le Vélodrome sera plein. Il faut que le Vélodrome soit plein parce que c'est vraiment un super spectacle et quand on est dedans, l'ambiance elle est juste énorme. Il faut que ce soit plein et il faut qu'on soit derrière nos Français, derrière nos Bleus pour cette échéance. Donc hop, sur le site du Vélodrome pour la réservation. Le message est passé. On passe maintenant à notre rubrique débat. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler équitation dans cette émission. La France a brillé pendant les Jeux Olympiques avec 3 médailles, dont 2 en or au Brésil. Notre débat du jour, une médaille peut-elle booster le nombre d'adhérents? Peut-il y avoir un effet JO? Vous votez, oui ou non? Partagez, Yann. On va faire un petit duel entre vous, Raoul et Régis. La revanche? C'est parti. Régis, vous commencez.
Moi, je pense qu'une médaille, ça booste toujours un sport, quel qu'il soit. On peut prendre des références comme en 83 avec la victoire de Noah. Le tennis après a été boosté. Après, il y a eu le judo avec David Douillet. On a maintenant toujours le judo avec notre grand athlète. Ça y est, voilà. Il est tellement grand quand on fait Teddy Riner, voilà, tout à fait. Et à chaque fois qu'on a eu un sport qui a brillé, avec le handball ou un truc comme ça, systématiquement, il y a eu un retour, un effet où les gens viennent se licencier juste derrière. En général, ça a toujours été comme ça. Donc pour l'équitation, je pense que ça peut être la même chose. Raoul, alors, vous qui connaissez bien le sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est parce que la question, elle était un petit peu plus précise, c'était par rapport au nombre d'adhérents. Il y a énormément d'adhérents dans l'équitation. Déjà beaucoup, on en est à 700 000, troisième sport national, premier féminin. 22 500 dans les Yvelines. Voilà, donc Si je me en trompe fait pas. le sport en nombre d'adhérents se porte bien et n'est pas nécessiteux. Maintenant, il faut différencier l'équitation loisir et l'équitation sportive. Il y a un vrai paradoxe dans le milieu du cheval qui existe peut-être aussi dans d'autres sports, mais moins. Non, c'est de pire en pire. Voilà, on a Ouais. une politique fédérale qui a beaucoup favorisé les centres équestres et donc qui a dopé le nombre d'adhérents. C'est très très bien, mais qui a laissé un peu de côté le haut niveau, qu'on a laissé un petit peu dans son aspect élitiste et inaccessible. Ce qui est malheureux, ce qui nourrit aujourd'hui le sport de haut niveau en équitation, c'est le commerce de chevaux et les grands groupes événementiels. Donc Vous voulez dire qu'il y a un côté plus loisir qui a été appuyé plutôt qu'un côté compétition. Complètement en dehors de la compétition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon centre équestre, j'ai des cavaliers de très très bon niveau qui sont incapables de me citer 5 noms de cavaliers internationaux, même français. Donc l'apport dans le sport par rapport aux médailles, il est là, mais justement, c'est plus dans le raccord que va faire les médailles entre le sport de haut niveau et les cavaliers, et ce dont on a besoin, c'est cette volonté chez les pratiquants de faire de la compétition, pour qu'il y ait une demande de faire du concours, qu'il y ait un réservoir de cavaliers qui est là. On est une nation de chevaux de premier plan depuis des siècles, avec une grande école. On fait naître, à mon sens, les meilleurs chevaux du monde pour le sport, mais il manque un petit peu, comme dans les autres sports, d'American Dream, c'est-à-dire que tous les cavaliers viennent pas, jamais de nulle part, soit ce sont des fils d'eux, soit ils ont énormément d'argent, soit ils sont nés dans le milieu équestre. On aimerait un petit peu voir des cavaliers qui viennent de nulle part, qui ont commencé par venir au Poney Club, comme les enfants que je reçois chez moi. Et c'est ça qui manque. Alors c'est grâce à ces médailles, et c'est pas nouveau, hein. Les Français sont déjà vice-champions du monde juste avant et vice-champions d'Europe. Donc ils sont prépondérants sur la phase internationale depuis longtemps. Mais c'est pas encore acquis. Il faut qu'il y ait encore des gens comme vous, Michael, qui soulignent les résultats de nos champions et qui les médiatisent de plus en plus. Il y a un progrès, mais c'est pas encore ça. On est assez mériteux et il n'y a pas encore ces moyens mis en place comme dans les autres pays, comme la Hollande ou comme l'Allemagne, où le gouvernement dépense des frais pour que les chevaux restent en France. Nous, nos chevaux de haut niveau, on est obligé de les vendre. Et les États-Unis viennent faire leur marché chez nous. Les Qataris, c'est pareil. Donc il faut qu'on puisse garder nos très bons chevaux pour équiper nos cavaliers et se maintenir. Alors on se maintient, mais c'est grâce à des mécènes qui dépensent beaucoup d'argent. Si ces gens aujourd'hui enlèvent leur argent du haut niveau, l'équipe de France s'écroule et c'est très malheureux quand même. Yann, il faut une véritable nouvelle politique par rapport à l'équitation. C'est pas que en Vous êtes choqué équitation. par ce que vient de dire Non, je le rejoins, mais à 100%, parce que c'est pas que en équitation. Moi, vous prenez le vélo, vous allez en Vallée de Chevreuse tous les dimanches, vous avez des dizaines, des centaines et peut-être des milliers de personnes qui font du vélo le dimanche en Vallée de Chevreuse. Et sur les compétitions qui peuvent se dérouler, il y a de moins en moins de monde. Vous prenez la course à pied, c'est pareil, il y a de moins en moins de monde, même si c'est des sports qui sont peu coûteux. Je parle de la course à pied, je parle pas du vélo. Mais là où moi je disais, j'étais un peu en bémol par rapport à ça, est-ce que ça va apporter des licenciés? Pour moi, mon regard de l'équitation, c'est que c'est un sport cher. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il se démocratise petit à petit, mais il y a un prix qu'on ne pourra pas atteindre parce que ce sont des chevaux, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut les ferrer. Donc il y a des frais, alors ça se démocratise justement, c'est la fédération qui avance là-dessus, on crée de nouvelles disciplines. Ça avance, mais effectivement, ça reste un sport cher, on en est conscient. Je pratique le cyclisme, qui est loin d'être un sport qui ne coûte rien. Bien sûr, peut-être un peu moins cher en entretien. En frais, c'est un cheval. Oui, peut-être. Oui, en entretien. On fera les calculs après l'émission. On parle que des chevaux d'école, parce que alors, quand il s'agit des chevaux de haut niveau, alors là, le prix d'un cheval pour les Jeux Olympiques, la moyenne est entre 1 et 3 millions d'euros. Là où je rejoins, c'est vrai qu'on a un problème en France sur
la pratique du sport en compétition. On pratique le Exactement. sport, mais on ne pratique pas en compétition. Et c'est là qu'il faut que les autorités, ou faut trouver des idées pour que les gens fassent de la compétition. Olivier Nerneuf. La réponse, elle tient dans les recommandations de la direction de la jeunesse et du sport de la cohésion sociale. Quand vous voulez faire des actions de Centre national de développement sportif, la compétition n'intéresse personne. On vous dit sport de masse, féminin et senior. Donc c'est là où il faut mettre l'impact et le paquet. Donc finalement, quand il y a une course comme Paris-Versailles dimanche prochain, Qui aura lieu ce dimanche. il va y avoir, je ne sais pas, pratiquement 20 000 personnes qui vont courir. Très bien, mais aller chercher les grands champions, aujourd'hui les coureurs de français de 5 000 et 10 000 mètres, où sont-ils? Il n'y en a plus ou il n'y en a pas? Donc il y a ce problème de le sport de compétition et le sport de masse. Bien sûr, c'est beaucoup plus rassurant pour tout le monde de mettre un peu d'argent sur le sport de masse. Maintenant, on abandonne l'élite. Et l'élite, il faut éventuellement qu'elle aille se former ailleurs ou à l'extérieur. Évidemment, ça coûte de l'argent. C'est ce qui avait été révélé, c'est ce qui a été révélé avant les JO, où certains athlètes aux Jeux Olympiques vivent avec 500 € par mois, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ils ne devraient pas se soucier du matériel quand ils sont là pour défendre nos couleurs. Régis Sarrel, il y a également peut-être une part aussi médiatique dans voilà, l'expansion du nombre de licenciés. L'équitation, on en a très peu parlé. On a beaucoup parlé de la boxe, on a beaucoup parlé des autres médailles françaises, de l'athlétisme, mais finalement peu de l'équitation. Oui, peu de l'équitation, mais il y a plein d'autres sports qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi. Il y a toujours Ou des la sports, voile, par exemple. de la voile, où après on peut prendre le canoë-kayak, on en a parlé un petit peu parce qu'il y avait un Tony Estanguet derrière son image était là, mais après il y a plein de sports, l'aviron, on n'en parle pas beaucoup plus que ça, on en a parlé, et c'est des gens, des sports très durs et des très durs, et énormément de préparation. Énormément de préparation, et ils n'ont pas non plus les moyens il n'y a pas derrière de sponsors réels derrière. C'est pour tout le monde pareil. Moi, quand je suis allé au JO en 2004, donc j'ai rencontré des gens qui sortaient justement du canoë-kayak, et donc ils avaient exactement les mêmes problèmes de médiatisation que nous en paralympique. On avait à cette époque, c'était leur problème, pas de moyens et pas de médiatisation. Donc en général, tout suit. Hein, c'est un truc qui est... Et là où là où on va pouvoir parler, c'est qu'on a une chaîne qui maintenant la chaîne L'équipe, par exemple, qui va retransmettre les matchs de Fédéral 1. Oui. À partir de la semaine prochaine. Mais Du rugby, oui. Donc, du rugby, on en voit tout le temps. On a le tournoi des destinations, donc on n'a pas besoin de voir du rugby à la télé. On est d'accord? Donc selon vous, il faut fractionner les sports comme le football, le rugby pour arriver à avoir des sports un peu médiatisés. Mais bien sûr, elle devrait montrer des sports moins médiatisés. Et là, ça la permettrait de nous donner de la visibilité. Eurosport va retransmettre les championnats de France. La Eurosport 2 va retransmettre les championnats de France de cyclisme sur piste la semaine prochaine. Alléluia. Vous avez fait un peu trop de pub pour les autres chaînes. Pardon. On va passer à Raoul. Raoul. C'est au moins pour rapprocher un petit peu nos champions de nos jeunes pratiquants, pour susciter une envie de partir en compétition. Et ensuite, là, c'est pas vraiment la faute du média, mais que le système fédéral change pour que des fonds soient générés pour garder nos chevaux et qu'on puisse équiper nos cavaliers. Parce que le haut niveau, pour l'instant, décourage les pratiquants. Et Olivier, rapidement. Ce qui est inquiétant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si les pratiquants ne sont pas capables de citer les médaillés olympiques ou les champions dans leur sport, ça, c'est très singulier. Ça, c'est Par rapport à notre très sport, c'est très problématique. singulier. Très problématique. C'est un sport aussi qui est très féminin, connoté féminin. Est-ce qu'il y a une part peut-être de marché, j'ai envie de dire ça, pour attirer les garçons, une fois de plus, en je vais sachant scinder en que deux. les médailles ont été remportées par les garçons? Mais voilà, parce que je scinde en deux encore une fois. Si vous me parlez du loisir, effectivement, 80% de filles. Si vous me parlez du haut niveau, ça commence à s'équilibrer, mais il y a encore 20 ans, c'était 80% d'hommes. Parce que les cavaliers de haut niveau ne sont pas que cavaliers, ce sont tous des gérants d'entreprise qui financent eux-mêmes leurs chevaux. Maintenant, on a la chance d'avoir un système de propriétaires et sponsors qui achètent les chevaux, mais ce sont des gens qui construisent une écurie, qui la mettent en place pour être sur la scène internationale et accéder à des grands événements comme cela. Et c'est un milieu d'extérieur, donc c'est un métier rugueux, on fait face au froid. Donc effectivement, je ne fais pas du tout de misocisme, mais il y a une résistance qui est commune, en tous les cas, aux hommes, qui fait qu'ils perdurent plus dans le sport professionnel. Mais aujourd'hui, les femmes s'imposent de belle manière, en tous les cas, dans l'équitation de haut niveau. Mais
la majorité tourne un petit peu dès qu'on passe du côté professionnel. C'est ce que j'aimais bien quand je regardais les JO, justement, c'était le fait de se dire qu'il y avait une médaille par discipline et c'était hommes-femmes confondus. Je trouvais ça très très bien. Moi, je trouvais que c'était Fort heureusement, très sympa. parce que le talent féminin dans ce sport, il est incontestable et elles partent même, je pense, avec un léger avantage parce qu'elles ne peuvent pas s'imposer par la force. Elles doivent faire preuve de patience et avec un animal comme le cheval, c'est indispensable. Donc, Ce sera le mot de la fin sur ce thème, sur ce débat. On continue cette émission avec les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques de Rio se sont clôturés ce dimanche 18 septembre. La France a remporté 28 médailles et termine 12e au tableau des médailles. Antonin Keita, licencié pendant de nombreuses années à l'EA Saint-Quentin, a remporté l'or sur le 400 mètres. L'Yvelinois Louis Radius, 36 ans, a également brillé sur les terres Auri-Verde. Le sportif champion d'Europe et vice-champion du monde du 1500 mètres T38 atteint d'une hémiplégie gauche remporte la médaille de bronze en athlétisme en se classant derrière le Tunisien Abès Saïdi et l'Australien Deon Kenzie. On l'écoute. Les jeux sont réussis, oui, puisque je ramène une médaille. J'aurais pu très bien terminer 4e, 5e ou voire plus. Donc oui, les jeux sont plutôt réussis. Après, derrière, j'espérais plus au vu des séances que j'ai fait au niveau du stage terminal. Donc voilà, donc oui, les jeux sont aussi, puisqu'il y a la médaille quand même au rendez-vous. On l'a entendu, Louis Radius visait l'or sur cette compétition. Est-ce qu'il doit se satisfaire de cette médaille de bronze qu'il a remportée pendant ces Jeux? Vous votez oui ou non? Un côté rouge, un côté vert. Raoul, vous commencez. Yann, vous continuez? Raoul. Moi, je pense qu'il peut s'en satisfaire. D'abord, il y a le combat contre le handicap. Ça, je pense que c'est la leçon de sport dans son aspect le plus sublime. Ensuite, on a affaire là à un médaillé récidiviste. Voilà, à tous les championnats auxquels il a participé, il n'a jamais fait pire que le bronze. Donc après, je reconnais, ces courses sont assez frustrantes parce que c'est un vrai spécialiste des contres. C'est-à-dire que dans les 80 derniers mètres, il a toujours un contre fulgurant et il nous laisse penser qu'il va gagner. À chaque fois, il se retrouve, enfin à chaque fois, en tous les cas aux Jeux Olympiques, il se retrouve derrière. Et puis il faut regarder, moi j'ai vu le premier interview qui était très émouvant après sa médaille. La leçon d'humilité, il commence par remercier tout le monde. On lui demande s'il est déçu de sa médaille. Il dit non, pas du tout. Alors là, je vois dans l'interview, il y a un petit recul. Il dit non, pas du tout. Il remercie tout le monde et surtout, il dit de porter un regard sur les Jeux Olympiques de 2024 en France, les Jeux Olympiques évidemment qui ne le concernent pas. Donc, grande leçon d'humilité, un homme qui représentait, je crois, avant tout la France. Donc, nous, en tous les cas, je pense que c'est notre devoir de se satisfaire de cette médaille. Ensuite, lui, avec l'exigence qu'il a vis-à-vis de lui-même, qu'il soit satisfait ou pas, d'accord, mais je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux de cet homme-là. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur sur ces débats-là. Yann, c'est à vous. Moi, quand j'annonce que je souhaite être premier et que je termine deuxième ou troisième, même à partir de la deuxième place, je suis déçu. Donc, parce que après, oui, je suis déçu, mais ça n'empêche que je mets en place tous les moyens pour... Il y a quand même une médaille au bout. Oui, d'accord, mais il voulait l'or. Il voulait l'or, donc moi, à sa place, et on le ressent dans son discours, maintenant, il a une pointe de déception. Je pense qu'il a tout fait pour aller chercher l'or. Eh bien, le jour J, ça a pas scoré. Bon, voilà, on est médaillé, on est sur le podium, c'est un moindre mal. C'est vrai que, mais quand on veut l'or et qu'on repart avec autre chose, c'est quand même, ça peut rester en travers de la gorge et je peux le comprendre. Surtout peut-être que, comme tu dis, il est en fin de carrière et donc il aura, voilà, et donc il aura. 2024, ça me semble un petit peu compromis. S'il lui reste une Olympiade, ben tant mieux pour pouvoir se rattraper. Mais c'est ça le problème, c'est que sur les Olympiades, ben il n'y a qu'une échéance tous les 4 ans. Il ne faut pas se rater. Voilà. Et c'est toute la difficulté du sport en général. Régis Sarel, vous étiez du côté de Yann pendant ce vote. Raoul, vous êtes convaincu? Oui, non, moi je suis du côté de Yann. Encore. Oui, parce que c'est quand on va chercher la médaille d'or, on va chercher la médaille d'or. On va pas, effectivement, même si on a une médaille, mais elle n'a pas la même couleur, c'est toujours bien. Mais on est parti pour on s'est battu, on a travaillé pour ça. On pensait qu'on allait l'avoir. Et puis là, c'est vrai qu'il est peut-être en fin de parcours. Donc pour lui, terminer sa carrière comme ça aurait été exceptionnel. Donc il peut avoir un vrai regret.
retrait. Après, effectivement, sur le fait qu'après, quand il a fini sa course, qu'il vise déjà de 2024, mais ça, je dirais, c'est un état d'esprit, je pense, dans le handisport où on est... il peut tenir jusqu'à 2024 ? Ça sera compliqué. Ça va être compliqué, mais ça pourrait le faire, parce que dans le handicap, l'écart d'âge est différent. On n'a pas le même vécu. Moi, j'ai réussi à aller au jeu, j'avais 40 ans, et il y avait encore un Polonais qui avait plus de 50 ans, qui était dans le tennis, parce que nous, la difficulté, elle n'est pas la même. Après, on joue plus de la technique, on a de l'endurance. L'endurance, plus on vieillit, plus on a d'endurance, pratiquement. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Ça reste une discipline de sprint. Ouais, 1500 mètres, c'est. Et en 800. Il participe aussi au championnat de France de cross-country. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de très complet. Ouais. Non, quand je parlais de 2024, c'était pas par rapport à sa participation, c'était le fait que justement, on lui demande de parler de lui, et le gars, il nous dit portez les yeux sur les Jeux Olympiques, faisons tout pour qu'ils se passent en France. Moi, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, que c'était plutôt de la mentalité. Oui, mais c'est quelque chose qu'on a aussi défendu. Nous, moi, en 2004, Paris 2012, on est exactement dans la même dynamique. Et en fait, le mouvement handisport était pratiquement le seul qui était à 100% tout le temps derrière ces candidatures. Parce que derrière, il y a aussi autre chose. Il y a le sport... pour n'importe quel sportif, que les Jeux se passent à Londres, à Barcelone, peu importe, à Tokyo, on en a un peu rien à faire, je dirais. Après, nous, si ça se passe en France, déjà, on a le public français qui va être là, mais c'est que derrière, il y a autre chose qu'on a derrière nous. C'est que quand une ville reçoit ou un pays reçoit, il doit se rendre accessible entièrement. Et nous, notre vision, elle est derrière aussi. C'est que ça, les valides oublient souvent, mais en 2012, quand on a perdu le Paris 2012, nous, on a perdu toute l'accessibilité aussi. Et ça, c'était énorme. Yann, on pense à quoi le soir quand on rentre de l'hôtel et qu'on pense à la compétition, à son échec? On pense à quoi? Ça dépend comment on le prend. Là, après la course, il l'a pas pris comme un échec. Je suis médaillé, donc il est allé faire la fête. Et puis, il y a tout le monde qui est autour et qui vous êtes déçus. Mais à côté, tout le monde vous remonte le moral en vous disant c'est une médaille. Là, vous étiez combien au départ? Tout le monde ne peut pas avoir la médaille. Donc voilà, il y a quand même des phrases. Mais par la suite, la déception peut rester. Je pense qu'il a quand même montré qu'il était un vrai champion, parce qu'il a montré qu'il a pris le recul par rapport à son expérience d'avant, de tout ce qu'il a fait, et en plus il a honoré les Jeux Olympiques en disant finalement qu'il était heureux d'avoir sa médaille, même si probablement intérieurement il était dans cet état-là. Après, quand on l'interviewe plus tard, là ça revient, mais sur le moment il a été un vrai champion, il a honoré les Jeux Olympiques. C'est sûr, mais la carrière qu'il a, quoi. À chaque fois qu'il participe à un championnat. Moi, c'était parce que la question, c'était peut-on se satisfaire, nous? Peut-on se satisfaire d'une médaille de bronze? Oui, lui peut-être non, mais nous, on peut se satisfaire de sa médaille, je pense. Alors que moi, je l'ai pris en on. Voilà. C'est peut-être ça. Après cette page paralympique, nous allons passer à notre sport découverte, le handball en fauteuil. Aujourd'hui, dans notre rubrique découverte, coup de projecteur sur le handball en fauteuil, une discipline pratiquée dans seulement 2 clubs d'Île-de-France, dont Montigny-Bretonneux, avec quelques entraînements également à Elancourt. Présentation de ce sport, je suis allé à la rencontre du coach de la section. Bonjour Thierry. Bonjour Mickaël, bienvenue. Merci de m'accueillir à Montigny-Bretonneux. Alors ça va se passer comment aujourd'hui? Alors là, en fait, vous allez participer à un entraînement classique de hand fauteuil. Voilà, donc là vous avez l'équipe qui est en train de s'échauffer, qui est en train d'échauffer le gardien. De manière classique, comme n'importe quel entraînement de sport. On a un fauteuil. Comment il fonctionne ce fauteuil? J'ai l'impression qu'il est plus rapide qu'un fauteuil, on va dire, classique. Alors, il est plus rapide parce que vous avez déjà dedans des sportifs. Donc ce sont tous des joueurs et des joueuses qui effectivement déjà ont quelques années d'entraînement. Donc effectivement, ils ont la capacité à faire avancer assez vite le fauteuil. La différence avec un fauteuil de ville, par exemple, c'est les roues qui sont inclinées. Les roues inclinées nous permettent 2 choses. Une meilleure stabilité et surtout aussi de pouvoir tourner beaucoup plus vite sur soi-même. Étant donné qu'on a besoin de changement de direction. Il faut être mobile. Il faut être très mobile, exactement. Voilà. Vous avez des protections au niveau des pieds.
de manière à ce qu'effectivement, comme les chocs sont possibles au hand fauteuil, comme le hand classique, ça reste un sport de contact, et bien effectivement on a des pare-chocs pour protéger les pieds Pas des de passe joueurs. droit, c'est un sport de contact. Ça reste un sport de contact. À la différence qu'effectivement, on autorise les contacts de face, de manière à ce que le joueur puisse voir arriver l'adversaire et puisse se préparer à l'impact, tout simplement. On interdit, mais là aussi, comme dans le handball valide, les chocs par le côté et bien sûr les chocs par l'arrière, parce que là c'est très dangereux. Je précise qu'il n'y a pas que les non-valides qui peuvent participer à ce sport, il y a également les valides qui peuvent participer. Vous votez, oui ou non, vous pourriez essayer le handball fauteuil. Oui ou non? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Essayez, je dis bien. Vous êtes tous d'accord? Pourquoi Yann? Parce que moi je suis adepte de toute nouvelle expérience, tout simplement, et que j'ai déjà fait du basket en fauteuil d'ailleurs. Basket en fauteuil. Ouais, basket en fauteuil, je me souviens après une rando. Et alors les sensations, elles sont différentes? Non mais c'est marrant, c'est marrant, voilà, et puis de voir que ils sont beaucoup plus agiles que nous, puisqu'on n'a pas l'habitude de se déplacer avec le fauteuil. Et puis après, il y a aussi toute la partie technique, et se dire que voilà, quand ils décident de faire une passe, la balle, elle va là où ils l'ont décidé, alors que vous êtes perturbé par le fauteuil. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et donc non, moi, pourquoi pas aller faire un entraînement, quoi. Régis Sarel, vous avez déjà fait un match de handball fauteuil? J'ai fait plus qu'un match, Plus qu'un match parce que j'ai participé en fait au développement de la section, donc dans le fauteuil, donc j'en faisais partie au départ, mais moi c'est un manque de temps qui fait que je m'entraîne pas avec eux, mais vous avez déjà fait des entraînements avec eux? On a déjà fait beaucoup d'entraînements, on a fait des matchs exhibition aussi à Paris, au Paris Saint-Germain, donc non c'était... Non, c'est physique, c'est comment? Moi, le problème, c'est que moi, je viens du tennis où on doit se déplacer très vite et sur le terrain. Donc, pour moi, c'est quelque chose de sympa. Donc, moi, je retrouve énormément de plaisir à pratiquer ça. Donc, après, pour un valide qui s'assoit dans le fauteuil, en général, après l'entraînement, il s'aperçoit qu'il avait des muscles qui n'existaient pas avant et qui lui font mal. Je confirme, j'ai essayé, je confirme. C'est surtout ça, après, mais autrement, ça permet de mettre tout le monde au même niveau et puis après, c'est un vrai plaisir. Raoul, vous pourriez tester, vous? Moi, oui, avec plaisir. D'un certain point de vue, quand on a l'esprit sportif, il y a cet esprit de combativité. Et on peut même parfois être un petit peu envieux des gens qui font face au handicap parce qu'ils font preuve d'une combativité qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas... L'occasion ne se présente pas de la générer. Donc se mettre à leur place l'espace d'un instant pour se mettre à leur niveau, je pense que c'est quelque chose qui me plairait, oui, ça c'est sûr. Il y a également du contact, Olivier Nerenneuf, comme au rugby? Oui, mais ça existe aussi, le rugby en fauteuil. Ça existe donc, également. Donc il y a une section d'ailleurs qui... C'était aux Jeux paralympiques. Oui, il y a une section qui est bien développée à Maison-Lafitte Saint-Germain-Poissy, et avec des démonstrations qui sont de temps en temps à Elancourt, justement, sur les terrains-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi des valides qui participent avec les non-valides. Et c'est un peu compliqué, surtout pour les valides, parce que c'est vrai qu'il faut apprendre à conduire le... En fait, l'attention est polarisée là-dessus, et finalement, les autres, ils sont plus efficaces. Donc, mais franchement, je suis déjà monté dans un fauteuil une seule fois. J'ai pu réaliser que ce n'était pas aussi simple qu'on peut le penser. Vous pourriez développer une section rugby en fauteuil? On ne pourrait pas, parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir le faire. Mais sur l'idée, bien sûr, mais bon, après, s'il ne s'agit pas d'avoir... Ce n'est pas une idée qu'il faut faire, c'est l'avoir, il faut le faire. Après cette page découverte, on termine cette émission par notre défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui le rugby. Je vous vois sourire, Olivier Nerenneuf, ça vous concerne. L'équipe senior féminine de Montigny-Bretonneux qui s'était déjà prêtée au jeu la dernière fois est encore à l'honneur dans cette émission. Le défi du jour consiste à toucher une bouteille à 15 mètres en faisant une passe. Si elles ne la touchent pas, elles sont éliminées. Regardez. Chouchou, j'ai 38 ans, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais du rugby à Montigny et je suis prête à relever le défi. Élodie Rinquel, surnom Momo, j'ai 28 ans, ça fait 6 ans que je suis au club de Montigny et je vais tenter de toutes les éclater si possible. Eugénie Fritsch, dit La Frite, j'ai 28 ans et ça fait 13 ans que je suis au club et je vais toutes les défausser. Elsa de Carvalho, mes copines m'appellent Zaza, j'ai 26 ans et ça fait une dizaine d'années que je suis au club de Montigny et je vais tout faire pour gagner ce défi. Anne Emery, j'ai 34 ans, je suis depuis 2007 au club de Montigny et puis c'est évident, je vais les éclater.
C'est mutuel, je gagne tout le temps. Je rigole. Ne mettez pas ça. Non, mais c'était sympa parce que ça fait pas longtemps que j'ai repris l'entraînement, donc ça fait plaisir de voir que j'arrive encore à faire des passes. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de rugby, du coup, c'est pas logique. C'est juste que j'ai pas perdu. Et tu les as trouvés comment du coup tes partenaires? Un peu trop faible. Non, ouais, c'est la reprise, donc il faut le temps de se remettre dedans. Ça fait 2 mois, même peut-être un peu plus, puisque la saison elle s'est finie tôt, donc il faut se remettre dedans. Olivier Nereneuf, une réaction par rapport à ce jeu? De toute façon, vous êtes déjà venu au mois de juin à Versailles et je constate que l'égalité n'est pas forcément faite entre les hommes et les femmes parce que le challenge qui était proposé à ce moment-là était plus compliqué. Il fallait taper d'une transformation sur le poteau. Il fallait toucher le poteau. On le fera peut-être avec les filles de Montigny. Ouais, alors il y avait un club qui était passé avant nous vous aviez arrêté le défi parce qu'ils avaient beau tirer, il ne se passait rien. C'était le Sky Rugby, on ne peut pas remettre les images, mais en tout cas on s'en souvient. Et les Versaillais ont mis peu de temps pour toucher le poteau. Effectivement, je m'en souviens. Donc voilà, le défi avait été remporté, mais je pense que les filles, elles peuvent faire mieux encore que ça en termes d'adresse. Régis Harel, il y a une bonne ambiance dans cette équipe de Montigny. Oui. Vous les connaissez? Non, j'en connais une sur le lot. Donc, non, mais il y a une très bonne ambiance. Non, puis ils sont toujours là pour faire tous les défis. Moi, je trouve ça génial. Ça. Une réaction, Yann? Je vous ai vu beaucoup rire. Hein. Moi, j'adore ces petits défis que vous nous présentez. Moi, je vous attends toujours pour en faire un au Vélodrome. Hein. On attend que les championnats d'Europe soient passés et on verra ça après. Raoul, dernier mot. Je trouve ça toujours sympa d'allier le ludique avec la technique parce que ça restait assez technique de faire ça. Donc de rendre le sport amusant. Voilà. Moi aussi, je vous attends pour vous mettre à cheval quand vous voulez aux écuries. Les rendez-vous sont pris, l'agenda est plein. Là. Prochaine venue, en tous les cas. Voilà. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 6 octobre pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt sur TVFI 78.